Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun classé parmi les champions de la malgouvernance en Afrique selon l'indice Mo Ibrahim. Les principes de l'état de droit, la liberté d'opinion politique, l'état de droit et également les droits à la manifestation publique, les droits civiques et politiques sont réprimés à tel point que le recours excessif à la force et à la puissance publique a engendré une banalisation de la violence et la mort. Des philosophes redoutent que le pays ne sombre dans le chaos. À l'occasion de la journée mondiale de la philosophie, ces partisans des Lumières examinent sans complaisance l'évolution de la vie sociopolitique au Cameroun. À un mois des fêtes de fin d'année, des tensions inflationnistes sont décriées dans les marchés. Les prix de denrées alimentaires grimpent en flèche au grand désarroi de nombreux ménages, mais aussi des commerçants qui peinent à réaliser un chiffre d'affaires. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Vous l'avez peut-être observé, cette insécurité qui grandit à l'approche des fêtes de fin d'année. Un gang de malfrats spécialisé dans le braquage à main armée et le vol des voitures a été démantelé et appréhendé après des investigations menées par le groupement mobile d'intervention, la police à Douala, qui a mené des investigations afin d'appréhender ces malfrats qui semaient la terreur dans la capitale économique. Quel était leur mode opératoire? Qu'est-ce qui a pu être saisi durant l'intervention musclée de la police? Élément de réponse avec Innocent Abega et Xavier Foka. Une foule de curieux assiste à une scène inhabituelle au lieu d'immobile Bonakamouan au quartier Aqua à Douala. Une scène un peu confuse qui a conduit à l'interpellation de ces deux suspects par les éléments du GMI numéro 2. Aux environs de 5h30, pendant que je me rendais à mon lieu de service, j'ai fait une découverte incidente, juste là où vous voyez là. Ça, il faisait encore légèrement noir. Donc, j'ai aperçu ces deux Camerounais, ces deux citoyens, un peu suspects. Déjà de par l'environnement, qui est vraiment une zone de recel reconnue. Et de deux, une fois ils m'ont aperçu, ils ont été pris de panique. Si l'interpellation du premier a été tranquille, mettre la main sur le second suspect a été bien plus laborieux. Au moment où il conduisait le premier dans le véhicule, le deuxième, par mes soins, je me suis présenté. Ça a plutôt permis à ce dernier de m'approcher. Et quand il m'a approché, je n'ai pas compris pourquoi il m'approchait. J'ai sorti mon arme quand même. Question de le dissuader. J'ai constaté qu'il continuait à venir vers moi. Nous sommes donc allés ensemble pendant plus de 5 à 10 minutes. C'était ici, en pleine rue. Chose surprenante lors de cette altercation, l'inaction de la foule, pourtant nombreuse au moment des faits. Malgré les cris de détresse, quand je dis détresse, je veux dire, j'ai invité les populations à l'arrêter, que c'était un bandit, personne ne bougeait, personne ne réagissait. Le suspect en profite pour s'échapper, avant d'être rattrapé un peu plus loin. Pris par son t-shirt, il a enlevé son t-shirt et il m'a laissé avec son t-shirt. Il a pris le large, il allait tout droit devant nous et il s'est retrouvé au niveau du train, au niveau de Ngodi, juste quelque part là avant les sapeurs-pompiers. Je suis allé en profondeur avec lui. Il était déjà essoufflé. C'est comme ça donc qu'il a été une fois de plus rattrapé. Ramené au lieu de leur forfait, il a été retrouvé en leur possession plusieurs objets volés dans des boutiques du coin. Ils seront présentés devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes. Tu as volé où? Et lui c'est qui? C'est mon petit, c'est un ami. Avec lui que tu travailles? Non. Et comment vous êtes retrouvé ici à deux? Je vais seulement demander de m'accompagner. De t'accompagner, c'est bien.
Ces risques d'insécurité prennent une ampleur au-delà de la capitale économique. Les régions septentrionales sont également concernées au regard de la multiplication des cas d'enlèvement, de kidnapping et également de rançonnement. Et il faut noter que le pic d'insécurité pourrait être atteint à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Face à ces multiples défis, le ministre de la Défense annonce une mobilisation accrue des forces de défense et de sécurité afin d'éviter le pire. Joël Essengue et Guy Zogo nous en disent plus dans ce reportage. La traditionnelle réunion sécuritaire de fin d'année vient de se tenir à Yaoundé sous la houlette du ministre de la Défense. D'emblée, Joseph Betia Sommo s'est attardé sur les cas des régions de la Damawa et de l'Est. Quelques clignotants ont été signalés dans les régions de la Damawa, avec des cas de prise d'otages et demande de rançon, et de l'Est, des incidents dans les carrières d'Orpaïri, le phénomène de trafic d'ossements humains. Dans la foulée, huis clos oblige, c'est au chef des régions militaires qu'a échu la mission de présenter le tableau sécuritaire du Cameroun à l'abri de la presse. Toutefois, comme l'a souligné le ministre de la Défense, cette réunion s'est déroulée juste après la tenue de la deuxième session de la conférence semestrielle des gouverneurs. Lors de ces travaux, l'on a bien pu noter que des préoccupations sécuritaires restaient de mise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la Damawa, voire le littoral. Cette rencontre sécuritaire intervient aussi, comme l'a encore rappelé Joseph Betia Sommo, après la première phase de la visite conjointe, ministre de la Défense, délégué général de la Sûreté nationale dans le sud-ouest. On sait désormais que la deuxième phase de cette mission se déroulera incessamment dans le nord-ouest. Parlons à présent du panier de la ménagère. Il est de plus en plus vide. Pourtant, les fêtes de fin d'année approchent. Mais de nombreux ménages peinent à avoir des moyens pour pouvoir acheter des produits alimentaires dans les marchés. Les prix grimpent en flèche. Les tensions inflationnistes sont observées depuis quelques semaines, notamment pour les produits de grande consommation. Évocation avec nos reporters Isabelle Caral-Zopet et François Dikoumé. Ces derniers mois, les prix des denrées alimentaires connaissent une flambée considérable sur le marché. Le sac de haricots est passé de 30 à 85 000 francs, voire plus, comme nous le confient ces commerçants rencontrés au marché central de Douala. Avant, le sac d'haricots coûtait 30 000 francs, 35 000 francs. Le temps que c'est cher, c'est au moins 40 000. Et maintenant, on achète un sac d'haricots à 85 000 francs. Tu vois, et maintenant, on est obligé de vendre la boîte à 200 ou à 250. Haricots blancs aujourd'hui, c'est 150 000 le sac. Et les gens n'arrivent pas à payer. Et une boîte, c'est 600 dans le pardon. Avant qu'on achète, bon, c'est les gens de service traiteur qui achètent haricots blancs aujourd'hui. Là. Une hausse de prix perceptible sur presque toutes les denrées alimentaires en cette veille de fête de fin d'année. Les plantains sont chers. On paie 10 plantains parfois à 100 000, 10 000 au régime. À 100 000 francs, on va mettre 5 plantains ou 6 plantains à 1000 francs avant qu'on s'en sorte. Par rapport au marché, voilà les choux que j'ai déposés depuis 3 jours aujourd'hui. Personne n'a rien pris sur ça parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer avec. Selon les vendeurs, la crise anglophone, doublée à la crise liée au coronavirus, sont les principales causes de cette inflation qui paralyse leur activité. Et ce qui a encore fait que c'est encore devenu trop dur. C'est le coronavirus qui est dehors là. Parce que depuis que le corona a commencé, avant on vendait même un peu. Mais maintenant, depuis que le coronavirus a commencé, ça a chuté parce qu'on avait les clients qui sortaient un peu de loin pour qui venaient nous faire les achats. Puis par rapport aux mauvaises routes et puis la bataille qu'il y a au nord-ouest, sud-ouest, partout là. Oui, il y a bien de la nourriture, mais les routes, l'état de route. Conséquence directe, le panier de la ménagère est quasiment vide malgré les multiples stratégies empruntées. L'argent de la ration alimentaire journalière reste insuffisant pour faire un repas pour toute la famille. Chez moi maintenant, on mange une fois par jour. À cause du marché, le marché est devenu tellement cher. Ce qu'on nous donne, on essaie de
se débrouiller avec. On ne mange plus ce qu'on veut. On mange ce que notre argent peut acheter. Tout est devenu cher, tout est devenu cher. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, les ménagères redoutent que certains commerçants n'entretiennent la spéculation sur les prix des produits de grande consommation. L'entrepreneuriat féminin reste insuffisamment développé au Cameroun. C'est du moins ce que révèle l'Institut national de la statistique. Seuls 37% des entreprises sont promues par les femmes au Cameroun. Des chiffres en deçà du potentiel féminin observé à travers le pays. Quels sont les principaux obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin? Comment celles qui sont déjà engagées dans l'entrepreneuriat réussissent-elles à contourner ces obstacles? Élément de réponse avec Kediara. Sur l'entrepreneuriat et le genre au Cameroun, l'Institut national de la statistique révèle que l'entrepreneuriat féminin reste encore insuffisamment développé dans notre pays. Une conclusion qui découle d'une étude sur la contribution des femmes selon le secteur d'activité. Alors, nous sommes allés à la rencontre de quelques femmes entrepreneurs qui font tourner l'économie camerounaise. Parmi celles-ci, Arlette Pokam, qui opère depuis plus de 10 ans dans la distribution des mèches, extensions et autres cheveux humains. Les débuts, ça a commencé comme un petit jeu d'enfant. J'ai acheté les miens, je les ai utilisés et au fur et à mesure, j'ai senti qu'il y avait du besoin. J'achetais un peu et puis je prospectais lorsqu'il y avait de la demande. Voilà, c'est comme ça qu'au fil du temps, les choses se sont dessinées, la demande est devenue grande. Pourtant, si le secteur de la distribution des mèches peut paraître glamour et de tout repos, il n'est pas exempt de difficultés qui poussent le plus souvent les acteurs de ce secteur, en majorité des femmes, à fermer boutique. Les principales difficultés jusqu'ici que nous avons rencontrées se trouvent jusqu'ici au niveau de la contrefaçon. Oui, ça a été plus tenace que nous n'ayons jamais cru surmonter. Au-delà de la contrefaçon, il y a surtout la concurrence déloyale, basée sur l'entrée dans le marché des produits de mauvaise qualité, vendus à prix de rien et qui viennent renverser des commerçants sérieux. Si le rapport de l'Institut national de la statistique explique que les femmes sont plus représentées dans des secteurs hébergement, restauration et autres, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles le sont aussi dans des secteurs qu'on attribue la plupart du temps à des hommes. C'est le cas de Valérie Chedjou, promotrice d'entreprise spécialisée dans les câbles électriques et dans l'installation. Les femmes sont généralement impliquées dans plusieurs astuces féminines, mais moi je fais dans le domaine des hommes, dans l'installation électrique. Et je me retrouve généralement confrontée à pourquoi est-ce qu'une femme peut faire dans l'électricité, comment est-ce qu'elle s'en sort. Je dis bien évidemment que je m'en sors très bien en donnant le meilleur matériel. Confrontée au quotidien à des hommes, sa vie se résume à une compétition incroyable. Beaucoup de coups bas, beaucoup de sabotage et qui ne s'arrête pas aujourd'hui, qui continue à être toujours dans la même lancée, mais j'ai persévéré. Généralement, nos hommes sont toujours en train de nous donner la contrainte ménagère. Ignorant que l'apport que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire. S'il est déjà assez difficile d'évoluer dans ce domaine d'activité, Valérie avoue devoir en plus faire face au blocage créé par ses propres collaborateurs. Vraiment, ça ne se passe pas très bien. Parce qu'une dame pourra te dire, elle est une dame comme moi, pourquoi est-ce qu'elle peut me parler fort? Un ensemble de difficultés contenu dans le rapport de l'Institut national de la statistique qui propose au pouvoir public d'intensifier leurs interventions afin de relever le niveau de participation entrepreneuriale des femmes au Cameroun. La gestion des emballages vides de pesticides cause un véritable problème de santé publique au Cameroun. Les principaux acteurs de la chaîne, importateurs, agriculteurs ne savent pas en faire bon usage. Des experts s'engagent à les sensibiliser et mettre sur pied une bonne politique de gestion de ces dits déchets qui causent également de sérieux problèmes sur le plan environnemental. D'autres détails avec Robert Mokoubé d'Alaskana et Xavier Foka. Durant ces dernières années, il y a eu accumulation de stocks obsolètes de pesticides et une importante contamination des sols au Cameroun.
Une situation causée par la mauvaise gestion du cycle de vie des pesticides par les agriculteurs. Les agriculteurs ou bien les utilisateurs de ces emballages réutilisent pour contenir des produits alimentaires. L'enfouissement des pesticides obsolètes. La mauvaise gestion des emballages de ces pesticides entraîne d'énormes conséquences, aussi bien sur l'environnement que sur la santé des populations. Il y a des intoxications qui sont faites. Ça peut provoquer de l'infertilité, ça peut provoquer beaucoup de maladies, dans des incapacités. Selon des experts, le problème de la gestion de ces pesticides réside dans le non-respect des textes relatifs. Il y a une pléthore d'importateurs de pesticides au Cameroun qui, en principe, selon la loi, sont tenus de les retirer après les avoir introduits. C'est-à-dire de retirer les emballages issus de ces pesticides pour protéger l'environnement, mais ce qui est fait de manière approximative. Une situation de pollution qui inquiète et pourtant quelques solutions existent. On peut faire une collecte, une pré-collecte au niveau des organisations paysannes et ensuite on les met à la disposition des structures spécialisées qui ont tout le matériel adéquat. Au cours des dernières années, 3 tonnes d'emballages ont été collectées et 45 tonnes de pesticides obsolètes ont été éliminées. Des chiffres bien loin des 100 tonnes escomptées. Pour y parvenir, des experts venus de plusieurs villes du pays sont à Douala pour un atelier de travail. L'atelier porte sur la validation de la stratégie de gestion des emballages vides des pesticides au Cameroun. Les pratiques de bonne gouvernance sont de moins en moins une préoccupation majeure pour plusieurs dirigeants africains. C'est du moins ce que révèle l'indice de perception de la bonne gouvernance établi par la fondation Mo Ibrahim. Il en ressort que le Cameroun est classé parmi les champions de la malgouvernance. La question du respect de l'état de droit, liberté d'opinion politique, le droit à la manifestation publique et les droits civiques et politiques sont réprimés au quotidien. C'est du moins ce qui ressort de cette étude menée sur l'ensemble du continent africain. D'autres précisions avec Julienne Berthe-Bissaille. En Afrique, 87% des citoyens du continent ne sont pas satisfaits de la gouvernance de leur pays. C'est du moins ce que révèle une étude de l'ONG Voix des citoyens dans 39 nations. Et cette perception des citoyens sur la gouvernance globale des affaires de leur pays a atteint son niveau le plus bas. Ces résultats vont en étroite ligne avec le rapport 2019 que vient de publier la Mo Ibrahim Foundation sur l'indice de gouvernance dans le continent africain. Ce recul s'observe le plus dans 2 grilles d'évaluation, notamment l'insécurité galopante avec la multiplication des zones de conflit dans plusieurs pays, tels que le Cameroun, le Mali et bien d'autres. Autre point d'appréciation, le respect de l'état de droit et l'expression des libertés individuelles et collectives, liberté politique, plus précisément le musellement des hommes politiques et la répression des citoyens, à l'instar du Cameroun, la Guinée-Conakry et l'Algérie. Selon Mo Ibrahim Foundation, seuls 8 pays sur 54 ont réussi à progresser dans les 4 catégories que compose l'indice de perception de la gouvernance. Il s'agit de l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, Madagascar, Seychelles, Soudan, Tchad et Togo. Dans l'ensemble, note ce rapport, le développement humain et le fondement des opportunités économiques sont en déclin depuis 2015. La Mo Ibrahim Foundation appelle à plus de vigilance et rigueur des chefs d'État africains dans la gestion des affaires publiques. Créée en 2006, la Mo Ibrahim Foundation récompense les dirigeants qui se distinguent dans le respect de l'état de droit, la justice, l'inclusion et l'égalité. En Afrique subsaharienne, des philosophes partisans des Lumières observent une banalisation de la violence et de la mort, orchestrée souvent par des dirigeants qui tiennent plus à conserver le pouvoir qu'à développer leur pays, à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie, dont le thème est consacré au questionnement autour de la mort. Des philosophes camerounais analysent l'évolution de la vie sociopolitique du Cameroun. Ils estiment qu'il y a un recours excessif à la force et la puissance publique au point de banaliser la violence et la mort. Ils s'expriment dans ce reportage signé Dallas Kana et Julienne Berthe-Bissaille. Le thème de la 19e journée mondiale de la philosophie, Philosophie et mort, soulève plus que jamais la problématique de la banalisation de la mort dans la société camerounaise, dans un contexte où l'on enregistre plusieurs cas d'agression et assassinat. Un comportement sociopolitique qui préoccupe de plus en plus les philosophes. Dans notre société camerounaise d'aujourd'hui,
il y a comme une banalisation de la mort. Il y a comme une omniprésence de la violence. Violence à l'école, violence dans la famille, violence dans la rue, violence partout. On ne peut pas dire que c'est lié seulement à la nature, mais c'est lié aussi au contexte social difficile. Il ne faut pas le nier. Plus la population s'accroît, plus la pauvreté. Cette banalisation de la mort s'est accentuée avec les conflits sociopolitiques dont le nombre de morts explose de jour en jour au nord-ouest et sud-ouest, à l'extrême nord et les exactions de Boko Haram. Pour le philosophe, c'est la lutte pour le maintien au pouvoir qui est à l'origine des violences, cause de mort d'hommes. Lorsque on ne peut persévérer dans le pouvoir que dans la mesure, par l'effort d'entretenir l'entropie, le désordre, ça pose un problème éthique. Et c'est ce problème éthique que l'UNESCO, à travers cette journée, voudrait rappeler aux uns aux autres leur responsabilité. Ceux qui ont le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, il est question fondamentalement de faire en sorte que chacun réfléchisse. Autre aspect de cette banalisation de la mort, l'indifférence de plus en plus observée face à un mort à travers la théâtralisation de ses obsèques. Pourquoi la mort? Pourquoi le Covid? Nous avons identifié certaines sources de situations problèmes. Il y a ce qu'on appelle en science l'intégrité scientifique. C'est cette passion choquante des politiciens et des hommes d'affaires véreux de manipuler les chercheurs en leur fournissant tellement de moyens et les forçant à avoir des résultats qui peuvent arriver à la production d'un virus. Parce que, présomption ou pas, le Covid-19, le virus Covid-19, il y a une main humaine derrière. Face à cette banalisation de la mort, où l'être humain déjà vivant ne vaut plus rien aux yeux des matérialistes, les philosophes suggèrent aux gouvernants et la société tout entière de placer l'être humain au centre des préoccupations. La Chine et l'Afrique célèbrent 20 ans de coopération marquée par la réalisation des projets de développement dans divers domaines d'activité. En termes de chiffres, c'est près de 210 milliards de dollars, représentant les échanges commerciaux entre l'Empire du Milieu et le continent africain, et environ 50 milliards de dollars investis par la Chine, mais aussi d'importants défis sur le plan environnemental et une économie inclusive sur les opportunités que pourrait tirer réellement l'Afrique de sa coopération avec la Chine. On voit tout cela dans ce reportage signé Ike Cyril. Pour la seule année 2019, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont généré 208,7 milliards de dollars US, alors que le stock des investissements directs chinois en Afrique a atteint 49,1 milliards de dollars américains. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui donne ces chiffres à la faveur de la célébration du 20e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine, précise que sur le plan des infrastructures de transport et autres, l'Afrique a bénéficié de plus de 6 000 km de chemins de fer et plus de 6 000 km de routes construits par la Chine. L'Empire du Milieu a également construit plus de 20 ports en Afrique et procédé à l'installation de plus de 80 unités de production électrique de grande taille. Grâce à la coopération sino-africaine, en 20 ans, l'Afrique a vu pousser sur son sol plus de 130 formations sanitaires, 170 établissements scolaires et 45 stades. La Chine affirme également avoir fourni environ 120 000 bourses gouvernementales et créé 61 instituts Confucius en partenariat avec 46 pays africains. 21 000 professionnels de santé chinois ont prodigué des soins à environ 220 millions de personnes dans 48 pays africains. Si en 2014, plus de 1000 médecins et infirmiers chinois ont volé au secours des pays de l'Afrique de l'Ouest, alors frappés par l'épidémie d'Ebola, depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus, la Chine se tient aux côtés de l'Afrique pour combattre le Covid-19. Mais le point culminant de la coopération sino-africaine ces 20 dernières années est la construction du centre de conférence de l'Union africaine. Le conseiller d'État, ministre chinois des Affaires étrangères, conclut qu'en 20 ans, le Forum sur la coopération sino-africaine aura contribué considérablement au développement commun de la Chine et de l'Afrique. Pour les 20 prochaines années, la République populaire de Chine propose au continent africain une nouvelle dynamique qui repose sur 4 grands axes, à savoir
renforcer la solidarité afin de construire une communauté d'avenir encore plus solide. Surmonter les épreuves pour construire une communauté de santé Chine-Afrique pour tous. Mener une coopération gagnant-gagnant pour le développement de la Chine et de l'Afrique. Assumer les responsabilités afin de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Des publi-reportages dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, engagée à contribuer à l'encadrement des meilleurs élèves. À travers une campagne d'excellence scolaire, le groupe SABC a offert des kits aux élèves à Kumba et dans d'autres localités des régions anglophones. L'objectif est de leur permettre d'avoir des outils pédagogiques et des manuels scolaires indispensables pour l'année scolaire 2020-2021. D'autres précisions dans ce reportage. Et par la remise d'importants kits scolaires constitués de sacs de classe, des livres au programme, que la Société anonyme des brasseries du Cameroun est allée au chevet de moins de 200 élèves des écoles primaires des 3 arrondissements de Kumba dans le département de la Mémé. 16 élèves qui se sont distingués l'année dernière malgré les difficultés liées à la scolarisation dans le sud-ouest. Very much involved in the education and we would like we wanted today to express our sympathy to the southwest after the Kumba event. So we have been there to give books, to give as well equipment, to give school equipment so that we can give our part to the development of this region. And we wanted as well to give all this awarding to all these people who have been excellent during the year despite a very complicated year. Pour davantage encourager les élèves à prendre leur éducation au sérieux, la SABC a pendant la même cérémonie remis des ordinateurs aux représentants de 3 établissements scolaires secondaires. Le sous-préfet du 1er arrondissement de Kumba exprime sa gratitude au top management de la SABC qui, par cet acte, redonne du sourire à de nombreuses familles. Gratitude to the brasseries du Cameroon, the Director General who is here present for this very important event. Excellent award that has come to put smiles in the faces of many people, the faces of parents, because it's an exercise that is not only encouraging competition among children, but then it has gone a long way to encourage, to put smiles in the faces of parents by reducing much burden on parents. Selon le maire de Kumba 1, cette cérémonie qui s'est déroulée dans sa municipalité arrive à point nommé. Elle permet de rappeler le rôle de l'école dans la construction du pays. So I must thank the General Manager of Brasseries for giving me the privilege to host this very great event in my municipality. And I think the event is so timely. The future of this country is supposed to be guaranteed and prepared with the pens and not with the guns. So this is an encouragement to those parents who are still there, who are still timid about sending their children to school. Rappelons qu'une cérémonie similaire s'était déroulée au lycée bilingue de Moutenguene, toujours dans le sud-ouest. Présente dans toutes les régions du pays, la SABC entend continuer sur cette lancée afin de contribuer à sa manière au développement du Cameroun. Restons à Kumba, où l'hôpital de district a été doté d'un important matériel médical. L'initiative est de l'ONG allemande Alst, soucieuse du bien-être des populations dans cette localité en proie à des tensions liées à la crise anglophone. Reportage. L'hôpital de district de Kumba, dans le sud-ouest, inondé de matériel médical. Lits, matelas, cartons de médicaments, appareils pour bloc opératoire, entre autres. Un don de l'organisation non gouvernementale allemande Azerrift, qui participe ainsi à l'amélioration de la qualité de soins aux populations de cette partie du pays en crise. En remettant ce don, le fondateur de cette ONG est revenu sur les raisons qui ont motivé ce geste. Je suis très content et très ému d'être à Kumba ce jour. Lorsque les images du 11 février 2019 me sont arrivées en Allemagne, j'ai eu beaucoup de larmes aux yeux, en plus des larmes qui coulaient déjà depuis 2016. Et comme le directeur l'a dit tout à l'heure, mon engagement dans l'amélioration du système de santé au Cameroun date de 2009,
après mes études comme étudiant camerounais depuis des années 1988 en Allemagne, où j'ai fait la formation de neurologue et j'ai terminé en 1998. Cette action de l'ONG Azarif en faveur des populations de Kumba est vivement appréciée par les heureux bénéficiaires. Dr. Allen has come, who is running a non-governmental organization. As you can see, he has given us about 21 mattresses, negatoscope, glucometers, consumables in the theater, and all of that. We are so happy. The hospital is coming back to its feet, and we promise that these things they have been given to us shall be put into good use. We thank him very much, and we pray that the Almighty God should continue to bless him in order that he can reach other areas that are in need. Cet important don sera réparti dans les différentes formations sanitaires de cette région pour une meilleure prise en charge des patients. Ça peut aider aussi beaucoup d'autres centres de santé dans Kumba, parce que nous savons que une structure n'est pas toujours capable d'absorber ou alors d'utiliser tout ce qu'on donne. Donc on appelle les structures auxquelles nous donnons ce matériel à collaborer avec les autres centres de santé pour les aider. Depuis sa création en 2011, l'ONG Azarif ne cesse d'entreprendre de multiples activités humanitaires au Cameroun dans les domaines de la santé, du social et de l'éducation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Fête de fin d'année, montée de l'insécurité, les forces de défense se préparent et se mobilisent. Elles se mobilisent face à cette insécurité grandissante, d'abord dans les régions septentrionales où les prises d'otages, demandes de rançon se multiplient, et malgré une présence accrue des éléments des forces de sécurité et des défenses. Ensuite, dans les régions de l'Est où de nombreux incidents sont observés dans les casernes et là où il y a des mines qui sont exploitées par des artisans, et dans les principales villes du pays, Douala, Yaoundé, c'est la multiplication des vols et braquages à main armée, cambriolages, comme vous avez pu le voir dans cette scène où l'un des responsables du GMI numéro 2 a été impliqué alors qu'il avait débusqué des suspects en train de proposer du matériel présumé volé chez des Camerounais. Des enquêtes permettront d'établir à la fois la responsabilité. Le ministre de la Défense a indiqué qu'il y aura une mobilisation plus importante afin d'éviter le pire à l'approche des régionales et des fêtes de fin d'année. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Alain Guini, Serge Pensi et Hermine Maï. Hermine Maï, vous avez vu les images des présumés braqueurs. Ça vous fait peur? Cette période-ci, vous la redoutez, vous, en tant que femme? Novembre, décembre? Bien évidemment, et pas que cette période. Je crois que c'est un phénomène qui est de plus en plus grandissant. Et dernièrement, dans la cité capitale, il y a quand même beaucoup d'événements justement qui traduisent de ce que l'insécurité monte de manière crescendo dans la ville de Douala. C'est pas un fait anodin. Quand on annonce les fêtes de fin d'année, vous savez généralement ce que cela sous-entend. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de mouvements, il y en a qui reviennent justement de l'extérieur pour festoyer en famille et ainsi de suite. Forcément, cela ramène un autre climat, une autre atmosphère dans la région. Donc aujourd'hui, je crois que les forces de sécurité devraient justement mettre un point d'honneur sur ce problème pour essayer de voir justement dans quelle mesure on peut véritablement remédier à cela et permettre aux populations de ne pas vivre dans la frayeur.
parce qu'il faut le dire, dernièrement avec le phénomène des microbes, c'était déjà quand même assez inquiétant. Vous avez eu particulièrement peur, Mine Maï, ces microbes-là? On a vu en l'espace d'une semaine, Kalfundo Koti, ensuite Deido. Oui, vous avez eu peur? Bien évidemment. Que ça arrive dans votre quartier? Je crois qu'ils sont même arrivés dans mon quartier. Ah, ils sont arrivés? Oui, bien évidemment, du côté... Ils vous ont pas croisé? D'Aquanor, non. Vous n'étiez pas là? Je n'étais pas à Aquanor ce jour? Non, je n'étais pas là. Quand ils sont passés? Voilà, je n'étais pas là. Et j'avais ma maman qui m'a appelé ce soir pour me demander, mais tu es où? Le dehors est miné, c'est grave, c'est ne rentre pas. Justement. Maman a dit ne rentre pas. Oui, parce que là où tu es en sécurité, reste d'abord là-bas, justement, parce qu'actuellement, ça sent pas bon dehors. Donc, je pense que c'est quelque chose de terriblement inquiétant pour les différentes populations et vivement, honnêtement, que nos autorités compétentes et surtout le corps de la police puissent véritablement s'apaisantir sur ce cas-là, parce que il faudrait, malgré la pandémie, les différentes restrictions et tout, permettre quand même aux Camerounais de pouvoir à un moment donné essayer de se détendre sans toutefois penser que voilà, on pourrait être victime d'une agression par-ci et par-là, parce que vraiment c'est tellement récurrent. Maintenant, en plein jour, à quoi on vous agresse dans votre voiture, vous avez des gens qui viennent, généralement on dit au quartier, ils viennent vous taxer, c'est-à-dire ils vous demandent une pièce, un billet de 1000 francs, et quand vous ne l'avez pas, je crois que c'est à l'aide d'un couteau ou alors d'une lame. Un objet, voilà, que l'on vous agresse et ainsi de suite. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on vit beaucoup plus avec la grâce de Dieu qui, au demeurant, veille sur toutes les populations, mais il faudrait un accent ou un point d'honneur justement sur cette question sécuritaire. Voilà, Maître Nguini, une période qu'on redoute. Les gens, on se dit que l'insécurité va grandissante. Vous pensez qu'on devrait renforcer avec les forces de sécurité, devrait être plus visible, question de rassurer la population? Oui, effectivement, elle devrait être plus visible. Plus visible. C'est une des mesures, mais est-ce qu'on pourra mettre un gendarme derrière tout le monde? Ce serait impossible. Oui. Ça, il faudrait qu'on se dise, plus la population progresse, plus la société se modernise, et de plus en plus, l'injustice, forcément, il y aura beaucoup plus d'injustice. Et quand il y a plus d'injustice, ça veut dire qu'il y a forcément des rebuts de la société. Et plus il y a des rebuts, ces rebuts-là ne vont pas se croiser les bras, ils veulent aussi avoir droit au chapitre. Et c'est de cette manière-là, je crois que malheureusement, de la manière la plus malheureuse possible, c'est-à-dire agresser les gens. Donc, je crois que c'est le fait de toute société qui se modernise et si l'insécurité est grandissante, c'est que la population aussi grandit. Pourquoi elle grandit? Il y a la responsabilité des autorités administratives, il y a les responsabilités personnelles de chacun de nous, qui sommes des parents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un parent, il faudrait également former vos enfants à respecter les normes et respecter la société. Vous savez très bien que quand la famille n'a point d'oreille, il y en a qui ne mangent pas et estiment donc forcément que ils n'ont pas... D'abord, il faudrait qu'ils voient les enfants. Ils n'ont pas le temps de les voir parce qu'ils se vaquent à d'autres occupations. Ils vont chercher leur pitance. Et quand on cherche la pitance, les enfants traînent souvent à la maison. La maman peut-être... Donc, il y a plusieurs raisons. Et je crois que ce serait vain de penser qu'on peut mettre un terme à tout ça. Mais il faudrait prendre des mesures. Et une des mesures, c'est celle que vous avez évoquée, celle qui est effectivement une plus grande présence de ces forces de l'ordre dans les différents quartiers, surtout les quartiers, les points chauds. Ouais. Et je voulais vous dire, il se pourrait, enfin, c'est pas qu'il se pourrait, il existe aujourd'hui des carrefours avec, il y a des caméras. Je ne suis pas sûr, parce que l'affaire des microbes, je me suis toujours étonné comment une grave population pu évoluer, c'est-à-dire qu'à pied, parce que je suppose qu'ils n'étaient pas en voiture, ils ont pu évoluer à pied avec gourdin, machette et autres, sur des mètres et parfois des kilomètres, sans qu'on ait donné une indication, ou alors à un carrefour, sans qu'un policier n'ait dit attention, il y a quelque chose. Donc c'est quand même un peu étonnant. Mais maître, on a mis la main sur eux quelques jours après. Oui, mais je veux dire qu'il est préférable d'anticiper et de pouvoir empêcher que ces gars commettent des forfaits. Mais je voudrais dire une petite anecdote. Mon cabinet se trouvait à l'époque au quartier Bonagno. J'ai eu
petits problèmes avec des gens. J'ai vainement appelé un numéro, la gendarmerie. J'ai plus 116, 117. 117. J'ai appelé, ça sonnait de manière continue sans qu'on ne prenne, qu'on ne décroche le téléphone. Comme j'étais pas très loin de cet endroit, je m'y suis rendu. J'ai demandé où était la centrale par rapport à ces interventions. On m'a indiqué un étage au deuxième étage, un bâtiment au deuxième étage. Je suis allé au deuxième étage. J'ai continué à former. Le téléphone sonnait dans une pièce fermée. Évidemment, ce n'était pas le seul, parce qu'il y avait plusieurs coups de fil, juste certainement que beaucoup de gens appelaient, mais personne ne décrochait. Et au bout d'un certain moment, quelqu'un passe dans le couloir, je lui dis, mais je suis en train d'appeler, mais il est entré. Enfin, c'était un gendarme qui a ouvert, et avec c'était vide. Il dit, ah, c'est une dame certainement qu'elle est au rez-de-chaussée. Allez voir au rez-de-chaussée. Croyez-moi, je suis allé au rez-de-chaussée. J'ai trouvé cette dame qui était tranquillement assise, en train de causer, de papoter avec une de ses collègues. Et tant pis, hein, si Douala ne volait pas, donc si Douala brûlait, il serait peut-être parti avec. Et le plus simplement, je lui ai expliqué mon problème, on est remonté tranquillement. Où on a appelé, je ne sais pas, dans la phonie, là, pour dire, bon, il y a un problème, un avocat qui se présente ici, qui devrait avoir un problème à tel endroit. Est-ce que... Mais ça aurait été un problème de jour de mort que je ne serais plus des vôtres. Ah, donc, c'est pour dire que... Ça date ou c'est récent? Non, ça date. Ça a beaucoup évolué. 3 ans. J'espère que ça a évolué. Ouais. Je l'espère. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un numéro vert, pour appeler, je suppose que la personne se doit d'être là. Si je parle de ça, parce que je dis, les caméras, il y a forcément des personnes qui sont, qui sont des services et qui se doivent d'observer. Et si ces personnes n'y sont pas, on ne verra jamais les microbes se promener. Déambuler dans les rues sans que quelqu'un l'avertisse. Donc il faudrait encore, les caméras c'est bien, il faudrait encore que les gens qui sont chargés de regarder ces caméras soient des personnes soucieuses et fassent effectivement leur travail. Et ça, c'est pas donné. Voilà, Maître Pensy, sur cette situation à l'approche des fêtes de fin d'année, vous avez un peu peur? Vous serez rassuré de voir plus de forces de maintien de l'ordre dans les rues de Douala? Bon, ben c'est ça la solution. C'est souvent dissuasif quand même, non? Oui, mais est-ce qu'ils sont... Le commencement de la sagesse, non? Oui, mais je ne pense pas que... On les voit souvent, oui. Mais ils ne sont pas là pour... On les voit de nuit, mais ils ne sont pas là pour essayer d'assurer la sécurité. Nous, les Camerounais, on doit se dire la vérité. Ils passent plus dans les bars pour récupérer le pognon et tout ça, mais non, c'est pas ça. Non, je le dis, non, moi je le dis. Oui, mais moi ça m'engage, moi. J'ai souvent interpellé. Vous avez vu. J'ai souvent interpellé la police là. Vous avez vu le commissaire Méfiré ce matin qui c'est une déception. Non, c'est pas une déception. C'est une déception. C'est la première fois que vous voyez le commissaire Méfiré. Je prends ça sur moi. C'est j'allais auto. J'ai déjà parlé aux policiers de nuit. Moi, je habite à Aquanor. En face de moi, il y a un bar. Ils viennent là la nuit, ils s'arrêtent, on sort, ils sortent, on leur donne de l'argent. Moi, j'ai déjà parlé aux policiers. J'ai déjà parlé aux policiers, ils me connaissent. J'ai déjà dit, c'est pas ça votre travail. Votre travail, c'est la sécurité. Et si le bar fait du bruit la nuit, fermez le bar. Non, ils ne s'intéressent pas à ça. C'est le pognon, là. Ils vont se dire les vérités, les Camerounais. C'est le pognon. Et ça, c'est la conscience professionnelle. C'est pas seulement dans la police, elle est générale. Et c'est pour ça qu'il n'est pas eu de parler de rupture bananière. Parce qu'on s'amuse trop, on ne respecte rien. C'est ça. Vous croyez que... c'est ça qui se répercute dans le football? Oui, ça se répercute partout. Partout. Même à l'école. Partout. Même, regardez comment on utilise la route au Cameroun. Allez, regardez comment on utilise la route. C'est l'expression même de ce que nous sommes. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. La semaine dernière, on parlait de la sécurité avant le chant. Je vous ai dit que moi je parle de la sécurité. Vous pouvez parler des stades, des hôpitaux, des routes et tout ça. Non, je vous parle de sécurité. Et tout est organisé pour qu'il y ait une insécurité au Cameroun. Regardez même l'urbanisme. D'ailleurs, à partir de l'urbanisme, pour faire 500 mètres, tu fais 5 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de route qui peut permettre de couper si un bandit rentre dans le quartier, parce que la police, elle sait fonctionner avec les motos. Elle a des voitures.
Il y a des pistes où la voiture ne peut pas rentrer. Mal urbanisé. Maintenant, si vous partez maintenant au niveau de la police, est-ce qu'on a assez de policiers? Une ville de près de 5 millions d'habitants, est-ce qu'on a assez de policiers? Il n'y a pas assez de policiers. Parce que normalement, vous devez avoir des zones où c'est chaud la nuit, comme à Daïdo, à Bonamoussadi et tout ça. Vous devez voir la police. La police est présente quand même. Non, elle n'est pas présente. Non, elle n'est pas présente. On la voit, on voit la police. Oui, il fait des tours. Mais c'est quand même, il y a aussi cette mission dissuasive de la police. Vous savez, je ne veux pas comparer. Je veux pas comparer les pays peut-être européens ou les pays. Moi, je peux prendre un pays comme le Brésil. Oui. Oui, peut-être eux ici sont un peu avancés. Mais il y a des zones à Rio de Janeiro qui sont appelées les favelas. Oui. Favelas, c'est les quartiers chauds. À un moment de la journée, la police n'est même déclarée. Vous ne sortez pas de là. Oui. On vous bloque. Parce qu'on sait que quand vous sortez de là, vous allez faire du mal aux autres. Vous restez là. Parce que c'est du grand banditisme. Mais est-ce que tu peux aller ici, dans les quartiers où il y a ces problèmes-là, ou des quartiers chauds, est-ce que vous voyez la police là-bas? Même au commissariat qui est installé là-bas, allez là-bas la nuit, vous allez trouver que le commissariat est fermé, les policiers sont en train de dormir quand vous cognez. Mais attendez, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Allez au commissariat la nuit, vous allez cogner, il n'y a personne. Et quand vous allez... vous n'allez pas dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne pour vous répondre, ils sont en train de dormir. Mais est-ce qu'ils n'ouvrent pas? Mais ils ouvrent, vous avez du carburant? Non. Mais c'est jamais... Non, on va pas moi, dire ça. Oui, mais moi je suis un citoyen, je vous dis ce qui se passe. Non, nous sommes tous des citoyens. Oui, peut-être que vous n'avez pas ce problème. Non, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas jeter l'anathème sur tout. Non, je parle de conscience professionnelle. Oui. Je ne jette pas la tête sur la police. Moi, j'ai une grande sœur qui est policière. Donc, elle dort souvent. Je dis qu'elle est une grande sœur qui est policière. Est-ce qu'elle dort souvent? Je ne m'assieds pas de dire que ta police là ne fonctionne pas bien. Hein? Donc, vous n'allez pas me dire, ça ne fonctionne pas bien. C'est pas seulement la police, c'est dit un peu partout au Cameroun. Hein? Vous avez vu dernièrement avec les magistrats et les avocats, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème général au Cameroun. Il y a un problème général. Ok. Voilà, vous êtes là. On parlait justement. J'ai la chance de vous avoir ce soir. On va un peu parler de Maputo. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Maputo avec l'avion? On doit payer, on se balade avec les espèces. Hein. Je peux avoir votre avis. Hermine Maï d'abord. Voilà. Je vois maître tendre le bras comme ça. Vers moi, comme si moi j'avais l'explication. Hermine Maï, 4 buts à 1 à l'aller, au stade, à la cuvette de Fandena. Au retour à Maputo, à Bipanda, excusez-moi. Maputo 2-0. Mais est-ce que cette victoire, cette double victoire, n'a pas été diluée par un autre scandale? On a encore parlé des Lions, la rubrique fait divers. Oui, je crois que la rubrique fait divers des Lions du côté ça marche avec les Lions indomptables de Maputo a commencé un peu plus tôt avec ces fameux tests Covid. Non, là, c'était pas du fait des Camerounais. Mais presque. Après, il faut... Je dis, c'est juste la rubrique fait divers a commencé à ce niveau. Oui. Et je crois qu'après, c'était juste une suite. Il y a eu comme, je crois, une mésentente ou alors une incompréhension entre les autorités justement mozambicaines et celles du Cameroun, parce qu'au départ on nous annonçait une histoire un peu comme quoi il n'y aurait pas de kérosène dans l'avion, ou alors que le paiement comme cela devait se faire de manière initiale n'avait pas été fait, mais que non, parce que par la suite on s'est bien rendu compte que les paiements avaient été faits. Et il y a des documents qui ont circulé pour dire que voilà, les paiements étaient faits comment? Je pense qu'il s'agissait de payer par virement, je crois. C'est ce que le Cameroun justement, a fait. Oui, il y a eu des documents qui ont prouvé cela, mais bien par la suite, quand il y avait déjà eu justement un dénouement par rapport à cette situation, mais on s'est rendu compte qu'au niveau des autorités camerounaises, ou alors dans le camp camerounais, on a essayé comme on a pu pouvoir sortir de la situation, mais il y a eu un refus. Au départ du Cameroun, les autorités ne savaient pas que c'est comme ça que ça allait se faire, le paiement. Bref, il existe aujourd'hui, il faut le dire, un problème d'amateurisme en ce qui concerne la gestion d'un certain nombre de choses. Encore? Oui. Au Cameroun? Oui.
Je pense que Cesc l'a dit tout à l'heure, il parlait de la sécurité l'autre jour pour les matchs. Aujourd'hui, on se rend bien compte que même autour de Lyon, c'est pas encore professionnel. Et quand vous avez des binationaux que vous tchatchez comme ça d'une certaine manière pour les ramener au pays, et vous avez ce genre d'événement, c'est pas de nature à encourager. Voilà, et il ne faut pas aujourd'hui faire dans la langue de bois. Il est clair et net aujourd'hui que l'environnement des Lions indomptables du Cameroun n'est certainement pas encore professionnel, et il faudrait aujourd'hui amputer la responsabilité à qui de droit pour permettre justement aux uns et aux autres de pouvoir justement à un certain moment donné assumer, s'il faut le dire comme ça, assumer pleinement, parce que on fait comment aujourd'hui pour organiser même un match des Lions? C'est carrément un mythe. Qui gère quoi? Qui fait quoi? Qui ne fait pas quoi? Je dis, vous n'avez pas la traçabilité pour pouvoir même avoir accès, avoir des informations fiables. Je dis, c'est un véritable labyrinthe. Et ça, c'est une réalité. Or, ailleurs, c'est c'est professionnel, parce que de part et d'autre, on a des structures, on a des agences, on a X, on a un Y, on a un Z. Justement. C'est pas la FECAFOOT? Aujourd'hui, c'est pour cela que je vous dis qui fait quoi. Il y a une sorte de ménage à deux qui est entretenu aujourd'hui au sein même de cette équipe nationale, c'est-à-dire ce bicéphalisme qui existe entre la FECAFOOT, le ministère et ainsi de suite. On ne saurait vous dire en réalité qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. D'aucuns vous diront parce que c'est l'État du Cameroun qui finance, c'est l'État du Cameroun qui a le droit de regard. Juste à l'État du Cameroun, par conséquent, la FECAFOOT est reléguée au second plan. Et il ne faut pas se leurrer en ce qui concerne les Lions indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, tel que dessiné, la FECAFOOT n'a pas grand-chose à dire. Ça, c'est vrai, surtout en ce qui concerne la gestion. Ça, c'est la réalité. Tout est parti. Regardez même qui sont là. En ce qui concerne le staff technique, regardez comment est-ce qu'ils sont entourés, qui fait quoi, qui ne fait pas. Je dis, c'est un brouillon, et puis il est difficile aujourd'hui de dire ressortir quelque chose véritablement. Ok, ça je pense d'abord. Je crois que Maï nous a un peu baladé. Oui. Parce que ça, je ne sais pas si c'est pas moi qui fais la modération de l'émission. Oui, allez-y. C'était pas ça, c'était pas, il s'agissait de l'avion. Je ne sais pas si la FECAFOOT a un avion pour les Lions indomptables. Il y a un avion qui est affrété, et les conditions pour le retour n'étaient pas réunies. Donc c'est tout. Donc c'est pas la FECAFOOT, c'est pas le ministère. Donc le ministère dit à Cameco, attends, moi on veut l'avion, combien ça coûte? On paye, et vous occupez de la partie technique et tout ça, logistique. Je crois que c'est ça le problème. C'est pas un problème de FECAFOOT, ministère. Ça, il ne faut pas nous balader là-dedans. Oui. Si on veut faire le débat là, peut-être un autre jour. Mais au-delà, c'était un problème de Cameco. C'était pas un problème de la FECAFOOT. Non, s'il te plaît, c'était un problème. C'est pas la FECAFOOT qui met le kérosène dans l'avion. La FECAFOOT loue l'avion de Cameco pour son voyage. Et quand elle loue, c'est Cameco qui met le kérosène. Elle a donné une facture. C'est pas l'État du Cameroun. L'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun. Écoutez, l'État du Cameroun ou la FECAFOOT. S'il te plaît, la partie technique, s'il te plaît, la partie technique pour le transport, ce n'est pas l'État du Cameroun. Non, nous soyons clairs là-dessus. La partie technique, logistique, c'est le Cameco. Et si Cameco n'a pas pris ses dispositions... Qui a donné ses pouvoirs à Cameco? Pour se passe bien, qui a donné le pouvoir à FECAFOOT d'organiser le football au Cameroun? Qui a donné le pouvoir à FECAFOOT? Non, je t'ai dit que la FECAFOOT n'a pas d'avion. C'est terrible. C'est Cameco qui a ses avions. C'est terrible. Non, c'est ça. Tout ça, et justement, ne nous balade pas. Tout ça, c'est justement parce que tu as toujours voulu éviter que l'on écorche tes amis. Non, ça c'est incroyable. Tu sais de quoi je parle, tu sais pertinemment de quoi je parle. Dis-moi, quels amis? C'est le MINSEP. Le MINSEP? Oui. Il a un avion. Lui qui est repris, représentant l'État du Cameroun. Oui, mais il a un avion. Il n'a pas l'avion, mais c'est lui justement qui organise tout ça. Non, c'est pas lui qui organise tout ça. C'est pas lui qui organise ça. L'avion qui est affrété, s'il te plaît, Maï, calme-toi un peu. L'avion qui est affrété, c'est Cameco qui doit assurer toute la logistique. Le kérosène qui rentre dans l'avion, c'est Cameco qui doit s'assurer que voilà les conditions à Maputo. Tout ça, c'est Cameco. C'est pas le ministère du Sport qui va venir demander les conditions de voyage pour comment on appelle ça, de l'avion, pour d'affrètement d'avion à partir de Maputo. Non, c'est Cameco qui a failli. Le ministère des Sports ou l'État du Cameroun ou la FECAFOOT paie la facture. Point final. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit.
Essaye un peu de... N'essaye pas. Si tes gars, tes amis de la FECAFOOT ont failli parce qu'on leur a donné le pouvoir. On leur a donné le pouvoir, on a vu ce qu'ils ont eu en Égypte avec des coachs qui nous ont valu des milliards de francs. On a vu ce qu'on a eu avec eux. Et si l'État du Cameroun aujourd'hui a repris le pouvoir sur l'équipe nationale, mais attendez, moi je ne peux qu'apprécier. Donc tu n'apprécies pas oui, je peux qu'apprécier. Et que l'État du Cameroun, je demande encore à l'État du Cameroun de reprendre le pouvoir sur son football. Parce que chaque État a le pouvoir sur son football. Je vous dis, il y a des pays, je vous prends l'exemple. Quand l'Angleterre est partie jouer contre la Bulgarie, il y a quelques mois encore, en Bulgarie, il y a eu des cris de singes en tribune. Quand il y avait encore des spectateurs au stade, il y a eu des cris de singes parce que l'Angleterre jouait avec des joueurs noirs. De couleur. Bon, je n'aime pas trop de couleur parce que blanc c'est aussi la couleur. Donc, des joueurs noirs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais le président de la fédération, le ministre a demandé les comptes au président de la fédération. Et quelques temps après, on l'a mis à dehors, il a démissionné. On lui a demandé de bouger. Qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas accepter qu'on reçoive une équipe ici et que les gens crient et tu ne dis rien. On lui a demandé, l'État de la Bulgarie, le gouvernement lui a demandé de bouger. Il a démissionné. Donc, on doit copier le bon exemple ailleurs. Okay. C'est-à-dire qu'on doit cesser d'être ce qu'on appelle une république bananière. On a un État de droit, là où on respecte le droit. C'est ça. Voilà, Maître Nguini, cette autre rubrique, fait divers, qui nous colle là-bas. Ben écoutez, monsieur Otto, vous me l'apprenez, parce qu'il faut le dire que je n'étais pas du tout au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé? Je ne sais pas, j'ai vu les matchs, mais je vous avoue qu'après le match, je me suis intéressé à autre chose. Bon, maintenant, s'il y a eu des incidents, ça ne m'étonne pas. Parce que ce soit du fait de la FECAFOOT, que du fait du ministère, il faudrait que l'on sache... en espèces, et les Mozambicains ont dit non, on prend l'espèce. Ben oui, mais il faudrait comprendre que c'est des Camerounais. Et je vous ai dit, quoi qu'on fasse, un Camerounais, qu'il soit footballeur, qu'il soit ministre, c'est un Camerounais. À partir du moment où il est Camerounais, ça veut dire qu'il y a une ligne de conduite qui se doivent de suivre. Et à partir de ce moment, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, on va discuter de ceci ou de cela. Le professionnalisme, c'est pas notre chose. Il y a et j'aime bien cette expression, un éminent universitaire, le professeur Mononjana, pour ne pas le citer, qui parlait de mapartisme. C'est-à-dire qu'on a un problème dans nos têtes. C'est-à-dire que dès que vous avez un problème se pose à vous, le premier réflexe du Camerounais est de se dire où est ma part. Si je n'ai pas ma part, vous pourrez aller vous faire cuire un œuf ailleurs. Et c'est comme ça. C'est dans le football. Vous voyez comment le football marche. Je demande à certaines personnes pourquoi vous voulez que les meilleurs Camerounais soient dans le foot. Parce que tout le monde aime le foot. Non. Ils sont à l'image du pays, à l'image des autres Camerounais. Parce que nous avons un problème mental dans ce pays. On traverse une véritable crise mentale. On est tous des sujets de psychanalyse, moi le premier. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on sache pourquoi on fait quelque chose. Mais c'est marrant. Vous savez, je regarde très souvent vos émissions et vous parlez de la grippe du nozo et autres. Ça m'énerve. Parce que je me pose la question de savoir, la seule chose qu'on a à regarder, j'ai honte, la seule chose qu'on a à revendiquer, c'est notre francisé, je ne sais pas quelle est l'expression utilisée, notre culture française et les autres notre culture anglaise. Et on le dit en mondovision. Non, je revendique, j'ai une culture anglaise. L'autre dit, je suis plutôt français, je vais vous dominer. Vous imaginez, avec les Français, vous êtes à côté d'un Français, vous allez dire que c'est là, ils n'y arriveront jamais. Et on en parle comme ça, de manière tout à fait... Ça veut dire que le Cameroun est un pays vraiment singulier. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des gens, c'est-à-dire qu'il y a une science, qui est une sorte de pieuvre, avec des tentacules. Cette science-là, c'est la science politique, qui se veut désormais être la mère des sciences. Je ne sais pas sous le fondement de quoi,
Ça veut dire qu'elle a étouffé toutes les autres sciences. Oui, elle étouffe. C'est la mère des sciences maintenant. Hein? Mais c'est devenu la mère des sciences. Je m'aperçois que c'est devenu la mère des sciences. Parce qu'on explique tout par la politique. Tout ce qui est, ça veut dire qu'elle a écrasé toutes les autres sciences. Un avocat est devenu un politique, c'est fini, il a perdu les canons de la science juridique. Il se veut adopter les canons de la science politique. Les sciences économiques, mais allez à l'université, vous allez voir, on a étouffé tous les professeurs, nos grands agrégés là. On les a tous étouffés et tous veulent être des hommes politiques. Et qu'est-ce qu'un homme politique en fait? Il faudrait que l'on se pose cette question. C'est quoi la politique? C'est un homme politisé ou un homme politique? Si la politique est une science, c'est comme ça qu'elle doit se faire. Et je vois tout un pays, tout le monde aller et se faire étouffer. Dès que le portable ne marche pas, c'est la politique. Oh, comme tu as fait, bien fait. Oh, comme tu... Et puis, c'est Frundi. Tout s'explique pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Quelle est cette science qui va étouffer tout le monde? Et tout le monde, ça veut dire qu'on ne peut plus rien regarder. On analyse le football, on va commencer à vous dire que oui, est-ce que le RDPC, le MRC a fait ceci? On ne peut plus s'exprimer. Vous ne pouvez plus parler à votre frère sans vous poser la question, il est de quel parti, il est de quelle tribu, il est de quel... Mais c'est terrible. Et on continue. Regardez, il n'y a plus d'homme de science dans ce pays. Ça n'existe plus. La science, un homme de science est un homme, parce que le scientifique est froid. Quand il analyse une science, vous parlez de droit, il analyse froidement. Il vous dit, voilà ce que la règle dit. Maintenant, si vous êtes le patron, faites autre chose. Mais moi, je vous ai dit ce qui doit être. Comme je vous ai dit, personne ne peut pouvoir dire qu'une lettre a une valeur juridique. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'elle crée des droits. Ce n'est pas possible. Maintenant, vous êtes avec un patron qui vous dit, le scientifique est froid, il vous dit, papa, mon patron, si vous voulez me renvoyer, renvoyez-moi. Mais voilà, la lettre n'a aucune valeur juridique. C'est à titre indicatif, c'est un avis qu'on donne. Maintenant, tournez comme vous pouvez. Moi, je vous ai donné mon aide. Si vous voulez, vous me renvoyez. Vous me renvoyez. C'est ça le véritable problème. Je vous dis, la science politique a étouffé toutes les autres sciences et est devenue la mère des sciences. Okay. Ça, c'est nouveau. Merci, Maître Alain Guini. Merci d'avoir, une fois de plus, accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir convié à ce débat qui était, je crois, j'espère avoir été à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir convié. Je crois que la prochaine fois, quand vous voudrez le faire, j'espère que je serai meilleur. Non, si je vous convie pour les questions politiques, vous viendrez? Je peux venir, mais vous pouvez venir. Je suis dangereux. Ah, ok. Je suis un électron libre. Oui. Sachez-le, je suis un électron libre. Je vous ai dit la politique, voilà, je vous ai un peu donné mon avis. Oui. Je ne suis pas casable. Oui. On ne peut pas me caser quelque part. Okay. C'est-à-dire que la manière avec laquelle, parce que je suis contre la politique, je vous dis, c'est une science. Et malheureusement, les hommes politiques sont des hommes politisés. Parce que quand on dit politisé, ça veut dire qu'on prend une écharpe, on met et vous commencez, vous sortez, vous êtes médecin, vous commencez, vous devenez... La science, la politique est une science. Et il faut aller sur les bancs pour l'apprendre. Okay. Ceux qui y sont allés, vous voyez, ils se comportent différemment. Okay. Et si vous n'y êtes pas allés, moi je vois des confrères. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont allés apprendre ça à l'université. Mais ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on est forcément un homme politique. Okay. Moi je suis un jouisseur. Je le dis, monsieur Otto. Et je n'ai pas l'âme et l'ambition de vouloir diriger des gens parce que je suis faible. Et je ne supporte pas que des gens plus jouisseurs que moi et qui n'ont aucune stature, aucune bouteille, veuillent diriger des gens juste parce qu'ils veulent avoir de la visibilité et tromper le peuple. Okay. Ça, c'est inadmissible. Merci, maître. Merci, Hermine Maï. Merci d'être venu. Merci à vous. J'espère, comme tout le reste, que les uns et les autres ont pu retenir quelque chose ce soir, notamment en ce qui concerne ce litige. Okay. Là, il faut le dire. Vous donnez rendez-vous le 22 pour le début du championnat. Oui, pour le début du championnat. Le début du championnat ou bien la suite du championnat? Non, le début du championnat, je crois qu'il y a le calendrier, okay. les programmations qui sortiront okay. dans les heures à venir. Et il faut une fois de plus réitérer au public sportif camerounais, ceux qui suivent de manière précise ce football, que la sentence du TAS a bel et bien été appliquée. Et c'est pour cela que vous avez pu voir tous ces différents mouvements
au niveau de la Ligue professionnelle de football, notamment justement cette subvention de l'État, les différentes commissions mises sur pied, hein, et ainsi de suite. Sinon, elle n'aurait pas eu droit à tout cela. Donc, il faut le dire comme ça et arrêter un peu avec les sbroufs comme les uns et les autres. Il faut retenir aussi que l'instance à qui est conviée ou alors à qui est donné les rênes du football, justement, dans le monde entier, ce sont les différentes fédérations. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, la Ligue n'est que, disons-le comme ça, un démembrement. Et je ne vois pas ce qui serait... vous pouvez dissoudre à tout moment. Non, pas dissoudre. À qui on a donné un certain nombre, justement, de possibilités. Okay. On peut également retirer, parce que celui qui a le pouvoir de donner peut également retirer. Oui, je retire le terme dissoudre. Donc vous pouvez... la dissolution, elle a été prononcée par les membres de cette même ligue qui disent aujourd'hui ne plus vouloir fonctionner avec ces personnes. Merci Serge Pensi d'être passé une fois de plus. Je vous dis que prochainement, vous aurez une autre sentence du TAS. Encore le général est reparti en Suisse. Le général est reparti. Voilà. Ok. Merci. Monsieur, juste un mot pour que je puisse conclure. On ne peut pas dire qu'on a exécuté la sentence du TAS. Je voudrais dire à ma petite sœur Hermine qu'il faut que l'on sache, parce qu'elle a posé une question et les gens nous écoutent, il faut les éclairer. Il y a des situations en droit qu'on appelle des situations de fait, qui sont des situations qui créent. C'est-à-dire que pour l'instant, officiellement, la FECAFOOT n'a pas exécuté la sentence. Et la Ligue a donc agi c'est-à-dire que c'est une action de fait qui crée des droits, mais elle n'est pas officielle. La décision, et je l'ai dit, ne sera réellement exécutée quand la FECAFOOT va officiellement exécuter par une décision en disant non seulement je prends acte, mais je pose un acte de. Merci. Voilà. Merci, cher monsieur, merci madame d'être passée. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Ngalan par Mbalmayo.